Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. L'Algérie semble marquée par la fatalité suite aux incendies d'une intensité jamais égalée, ayant provoqué un nombre impressionnant de victimes et un désastre écologique qui marquera pour de nombreuses années tout l'écosystème. Pourquoi tous ces feux au lendemain de la médiocre prestation médiatique de Abdelmajid Tebboune? Le torchon brûle-t-il entre les clans au point de brûler plusieurs wilayas du pays à la fois? En ce cas, pourquoi cette politique de la terre brûlée alors que l'Algérie est foudroyée par une troisième vague de la Covid-19 dévastatrice, où des centaines d'Algériens atteints du coronavirus meurent asphyxiés dans les hôpitaux par manque d'oxygène? Ce drame en soi tragique a été suivi par un acte barbare d'une autre époque. On a sacrifié un jeune hérakiste de Miliana à une foule déchaînée, ayant perdu le sens du réel, où toutes les souffrances accumulées depuis plusieurs décennies ont trouvé les conditions de l'émergence de la barbarie, que rien ni personne ne peut justifier. Cet acte non seulement criminel montre toute l'horreur et ce dont est capable une foule chauffée à blanc ayant perdu le sens du réel. La foule, dans son sens psychologique, fait perdre à l'individu sa condition de citoyen, une manière pour lui de se déresponsabiliser. La condamnation de ce crime abject est d'une impérieuse nécessité et toute la lumière doit être faite en toute transparence. Parallèlement à cela, des questions se posent. Comment la police nationale a-t-elle pu être aussi passive devant à ce qui s'apparente comme étant une livraison? Quel est le degré d'implication des services de sécurité dans cette tragique? Autant de questions qui doivent amener des réponses claires. Il y va de la stabilité et de la cohésion nationale. L'urgence est d'essayer de comprendre et de réagir. M. Tebboune s'est exprimé 48 heures après les drames. Il s'est comporté en petit boutiquier. Son discours a été d'une platitude certaine, où on a noté l'absence de son aptitude à présider. En effet, quelques jours avant, il revendiquait que l'Algérie était une puissance régionale quand l'État manque à sa principale mission régalienne de protéger le territoire et les citoyens. Un État incapable de prévoir la gestion sanitaire du pays, un État incapable de réguler le marché de l'huile, le manque d'eau, du lait et des produits de première nécessité, un État fantomatique, les équipes présidentielles d'une légèreté et d'une incompétence avérée. Un gouvernement aux abonnés absents, n'ayant aucun projet et ne proposant que le désespoir. C'est un scandale et une honte à la fois. Le discours de Tebboune ne rassure personne. Le peuple algérien est laissé à lui-même face à toutes les menaces imminentes. La gestion archaïque des incendies avec des moyens dérisoires acte, si besoin, et toute la vacuité des propos présidentiels. La manipulation orchestrée autour du lynchage du jeune Jamel Ben Smaïl Rabbi Rahmou est en elle-même abjecte et insupportable. La fabrique encore une fois d'un nouvel ennemi et à l'ordre du jour pour ceux qui détiennent le pouvoir. Tous les moyens seront utilisés pour diviser les Algériens et ils comptent pour se pérenniser, jouer les arbitres dans cet exercice où ils excellent. Les Algériennes et les Algériens qui ont subi des épisodes sanglants de terreur dans le passé ont ainsi confirmé leur refus de la violence. Cette nouvelle situation est d'une extrême gravité. Il faut absolument que les Algériens retrouvent la sérénité et leur résilience, cette capacité à envisager une communauté de destin malgré les difficultés et les manipulations. Il est urgent d'être dans la responsabilité et dans l'empathie, car il y va du destin du pays.
La déliquescence du régime algérien, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et j'ai le plaisir d'accueillir comme invité pour cette émission professeur Majid Benchir, ancien doyen de la faculté de droit d'Alger et ancien aussi président d'Amnesty Algérie, qui sera avec nous par téléphone depuis Paris. Aussi, on aura le plaisir d'accueillir Smaïl Almas, économiste, analyste politique via Skype depuis Alger. Monsieur Mohsin Belabbas, président du RCD depuis Alger aussi. Monsieur Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS depuis Alger. Et Monsieur Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire, qui sera avec nous aussi depuis Alger. Je pense qu'on a avec nous Monsieur Smaïl Almas, je pense économiste et analyste politique. C'est Smaïl, marhaba bik, bonsoir. Ahlan, marhaba, Azoul, salam alaikum. Alaikum salam, Azoul Flek. Et aussi, on a Monsieur Majid Benchir, ancien doyen de la faculté de droit d'Alger. Monsieur Majid Benchir, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci beaucoup à vous. Smaïl Almas, je vais commencer cette émission avec vous. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Si on revient un peu sur les événements que connaît notre pays, une tragédie bien sûr, ces incendies, mais avant les incendies, on a connu aussi le manque d'oxygène. Des centaines d'Algériens ont perdu leur vie par manque d'oxygène à cause du Covid-19. Comment peut-on décrire la situation que vit notre pays? Smaïl Almas. Eh bien, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous les invités, marhaba. Vous savez, l'Algérie traverse une situation très très inquiétante, notamment avec tous ces incendies qui sont déclenchés de façon simultanée à travers un certain nombre de wilayas, notamment la wilaya de Tizi Ouzou qui a été le plus touchée par ces feux destructeurs. Et bon, je suppose que le but à travers ces incendies, c'est de déstabiliser ou créer une situation d'instabilité au niveau de notre pays. Surtout que l'Algérie connaît une augmentation très inquiétante quant au nombre de contaminés au Covid-19. Nous avons quand même une pandémie qui fait des victimes au quotidien. C'est des dizaines de victimes que nous enregistrons au quotidien par la virulence déjà de ce virus et aussi par manque d'oxygène, par mauvaise gestion, etc. Donc il y a pas mal de facteurs qui contribuent à cette situation dramatique en matière sanitaire. Il y a aussi d'autres fléaux, notamment vous avez cité le problème de l'eau, qui est très important dans un pays, surtout pendant une pandémie aussi grave. Il y a d'autres problèmes sur le volet sanitaire, sur le volet économique, etc., sur le volet sécuritaire. Donc finalement, l'Algérie a traversé une multitude de crises avec en plus cette série d'incendies. Cela n'arrange pas vraiment la situation du pays. Et bien sûr, en parallèle, nous enregistrons une défaillance et une faillite dramatique du pouvoir. On voit que le pouvoir ne réagit pas du tout ou réagit très mal face à ce genre de crise. Le gouvernement est complètement absent. Les moyens sont très mal, collectés et mis en place ou exploités pour essayer d'accompagner ces différentes crises. Le citoyen est livré à lui-même. Et bien sûr, quand on voit ce type d'incendie, tout le monde a compris que l'importance de ces incendies et le nombre d'incendies déclenchés de façon simultanée laisse croire qu'il y a un plan bien orchestré et bien structuré, et la main criminelle est derrière tout cela, ce qui fait que tout le monde a compris que ce n'est pas une simple histoire d'incendie ou de feu de forêt, etc., mais c'est beaucoup plus grave que cela. Et bien sûr, tout le monde a compris aussi que derrière ces feux et ces incendies, il y a aussi de la manipulation, il y a d'autres buts politiques et autres. Et je suis très ravi et très content de voir que le peuple a compris ces manœuvres et a bien réagi face à toutes ces manœuvres. Et bien, je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Et ça fait finalement l'objectif qui serait de déstabiliser et de créer la fitna au sein de la population, au sein des Algériens. Finalement,
c'est le contraire qui se produit. On voit un élan de solidarité incroyable, important, très important. C'est toutes les régions du pays qui sont là pour essayer d'apporter leur aide aux sinistrés, aux régions sinistrées. Et je crois que cela est un grand message en direction des gens qui veulent casser et détruire ce pays et qui veulent justement semer la fitna et la division au sein de la population, au sein de nos citoyens. Très bien. Restez avec nous, Smaïl Lalmas. On va revenir bien sûr sur plusieurs questions dont vous avez commencé à parler. Mais je vais donner la parole à M. Majid Benchir. Merci encore une fois, M. Benchir, d'avoir accepté l'invitation. On a vu ces dernières semaines l'Algérie traversée par des crises et on a parlé beaucoup par rapport au Covid, le manque d'oxygène, où il y avait la perte des centaines de nos concitoyens à cause de ce manque d'oxygène, une situation sanitaire qui est très inquiétante et reste encore très inquiétante. Comment peut-on décrire ce que vit notre pays, Monsieur Majid Benchir, sachant que depuis des mois maintenant, on n'arrête pas de parler de ces crises que vit notre pays. Écoutez, d'abord je voudrais dire que je m'incline devant la douleur du peuple algérien. En fait, nous sommes tous touchés, chacun de différentes manières, mais chaque personne qui compose le peuple algérien est touchée et donc nous sommes en deuil. Mais comme toujours, je suis sûr que connaissant la force et les capacités du peuple algérien, sa solidarité, il saura reconstruire. Alors le problème, et ceci explique justement que cette multiplicité des crises, comme vous dites, le problème est que les gouvernants, même si l'heure n'est pas à la recherche de la responsabilité politique compte tenu du deuil, le problème est que, d'une manière très générale, les institutions du pays sont à l'évidence, on le voit chaque fois, dans l'incapacité de répondre aux besoins des populations. C'est une évidence. Alors on peut se demander pourquoi. Parce que c'est ça qui est important. Pourquoi le système politique algérien n'arrive pas à dégager des dirigeants capables de répondre aux besoins des populations et éventuellement aux tragédies qui peuvent secouer le pays. Eh bien, je pense que c'est l'absence de représentativité des gouvernants en Algérie depuis pratiquement toujours qui est à l'origine de cette incapacité des institutions à répondre aux besoins des populations. Alors, vous parlez de crise. Moi, j'ai pensé, c'était le cas au moment où des manifestations populaires massives étaient présentes tous les vendredis et tous les mardis en Algérie. Je pense qu'il y a effectivement une crise au sein des cercles dirigeants, au sein des groupes dirigeants, une crise du système politique algérien, mais il y a un essor extraordinaire du peuple algérien que l'on constate depuis surtout février 2019, depuis l'éclosion du Hirak. Donc nous ne pouvons pas définir par la crise l'ensemble de ce que connaît l'Algérie. Il y a d'un côté l'incapacité du système à répondre aux situations, aux drames, aux problèmes et à dialoguer avec le peuple. Il y a de l'autre côté, on le voit avec le Hirak et les manifestations massives et ces mots d'ordre magnifiques, notamment en ce qui concerne un État civil démocratique. Et on le voit aussi aujourd'hui, hier avec la solidarité en ce qui concerne les soins, la maladie, l'oxygène.
On le voit aujourd'hui avec ce qui concerne l'aide aux sinistrés par suite des incendies. C'est comme ça que j'analyse la situation politique aujourd'hui. On a vu cet élan de solidarité dont vous êtes en train de parler, Monsieur Majid Benchir. Est-ce que vous pensez que les Algériens ont compris qu'il fallait compter sur eux-mêmes, qu'il ne fallait pas compter sur le pouvoir ou le système? Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est un point que je voulais également aborder. Autrement dit, aujourd'hui, non seulement parce que c'est le deuil et que l'heure n'est pas à la recherche immédiate de la responsabilité politique, mais aussi parce que, visiblement, le système politique ne peut pas répondre aux besoins des Algériens, l'heure est à l'appel aux citoyens pour qu'ils continuent dans la solidarité, dans la mobilisation, sur la base de la route tracée par le Hirak. Ce n'est pas dans un monde vide, une Algérie vide de sens politique, que l'on doit aujourd'hui et demain agir pour répondre à ces crises. C'est compte tenu de ce qui a été fait dans le cadre de Hirak et de ce qui se fait aujourd'hui encore dans le cadre du Hirak que l'on doit envisager la situation et l'organisation des solidarités. Autrement dit, juste pour préciser, aux citoyens, je leur dis, vous avez la résilience nécessaire, vous avez les cadres nécessaires, vous avez les capacités de mobilisation populaire nécessaires pour répondre à vos propres besoins. Ne comptez sur personne d'autre, comptez sur vos propres forces et allez de l'avant. Quand vous êtes en train de dire, Majid Benchir, qu'on est donc toujours dans ce dynamisme du Hirak, est-ce que vous pensez que la solidarité qu'on a vécue ces dernières semaines, commençons par la crise sanitaire, le manque d'oxygène dans les hôpitaux, on a vu les Algériens, comment ils se sont mobilisés, mais aussi pour faire face aux derniers incendies. Est-ce que vous pensez que ces actions s'inscrivent dans la continuité du Hirak? Elles s'inscrivent dans quelque chose de beaucoup plus long, dans la longue histoire des combats du peuple algérien. Elles s'inscrivent dans les différentes luttes séculaires du peuple algérien pour constituer une nation, pour organiser le droit du peuple algérien à disposer de lui-même. Mais bien sûr, elle est vivifiée par les luttes du Hirak, de ce que j'appelle le soulèvement du peuple algérien. Bien sûr, ça s'inscrit dans cette trajectoire longue, mais revivifiée par l'histoire récente avec le massif mouvement populaire, le soulèvement du peuple, de la majorité du peuple algérien pour un État démocratique, un État de droit. Très bien. Restez avec nous, Monsieur Majid Benchir. Je sais que vous m'avez dit que vous n'avez pas trop le temps, mais j'aimerais aussi vous poser des questions sur d'autres thèmes. Je pense qu'on a été rejoint par Monsieur Mohsen Belabbas, président du RCD depuis Alger, qui est avec nous. Monsieur Mohsen Belabbas, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci, Monsieur Mohsen Belabbas. Monsieur Mohsen Belabbas, comment peut-on décrire la situation que vit notre pays? On a vu la solidarité des Algériens, bien sûr, qui ont fait face à cette crise du Covid qui a fait ravage, des centaines de morts, le manque d'oxygène, mais juste après, donc, ces incendies criminels aussi qui ont ravagé des milliers d'hectares un peu partout dans le pays et surtout dans la Kabylie. Votre réponse, Monsieur Mohsen Belabbas? Permettez-moi d'abord de présenter mes condoléances les plus attestées à toutes les familles et à tout le peuple algérien. Nous avons enregistré quand même un peu plus de 150 morts durant cette tragédie.
Mais sinon, s'agissant de la situation dans le pays, tout le monde la connaît maintenant. Elle n'a jamais été aussi visible qu'elle est en ce moment. Elle est apocalyptique et nous sommes dans un pic de crise jamais atteint par le passé. Pour l'essentiel, nous sommes tous en deuil, nous sommes tous en colère, nous sommes tous traversés par la tristesse. Parce que nous avons en face un pouvoir qui n'arrive pas encore une fois à tirer les leçons, pas seulement du passé, les leçons des crises récentes, qui n'a pas su profiter parce que nous avons eu une occasion inespérée avec la sortie du peuple algérien en février 2019 pour remettre le train Algérie sur rail. Malheureusement, nous voyons encore que nous sommes dans la régression permanente à tous les niveaux, parce que tout simplement, nous avons affaire à des dirigeants qui n'ont pas la légitimité. Et se sachant non légitimes, c'est très difficile pour eux de prendre les bonnes décisions, d'autant plus que nous sommes dans un pays où les centres de décision sont multiples. On ne sait pas qui décide de quoi. Et à chaque fois, nous assistons à des réponses populistes par des discours archaïques. Nous avons eu un chef de l'État qui est intervenu plusieurs fois durant cette année, mais à aucun moment il n'a pensé qu'il était important que quand on s'adresse à un peuple, à son peuple dans ce genre de situation, il fallait annoncer des décisions importantes. Nous avons vécu et continué à vivre la crise du Covid-19, notamment l'absence, le manque d'oxygène, voire l'absence d'oxygène dans plusieurs hôpitaux. Il n'a rien trouvé de mieux que de nier cette réalité au lieu d'annoncer en tant que chef de l'État une décision du genre de débloquer un budget d'un certain nombre de millions d'euros pour doter les hôpitaux rapidement en concentrateurs et en générateurs. Il est resté spectateur face aux initiatives que prenaient les citoyens, parce que nous avons vu que c'est les citoyens qui se sont mobilisés avec leur peu de moyens pour doter nos hôpitaux de concentrateurs et de générateurs d'oxygène, de beaucoup d'autres médicaments, et juste après avec les feux de forêt qui sont intervenus depuis maintenant près de 5 jours. Là encore, même si nous l'avons alerté à temps. Ils ont attendu plus de 24 heures avant qu'un officiel ne s'exprime. Et quand ils se sont exprimés, encore une fois, c'est une catastrophe parce que je ne pense pas que ce soit la bonne manière pour un officiel dans ce genre de conjoncture de commencer par dire que nous sommes face à des feux criminels. La formule consacrée partout dans le monde, c'est de dire que nous n'écartons aucune piste, y compris la piste criminelle. Et leur communication, c'est limité à ressasser, à tenter de conditionner l'opinion nationale sur une origine criminelle, ce qui a poussé à l'amplification des rumeurs sur l'origine des feux. Au lieu qu'on s'occupe à mobiliser les moyens pour éteindre les feux, nous ne l'avons pas fait. Les citoyens, ils étaient plutôt, pour ceux qui n'étaient pas impliqués directement dans l'extraction des feux, dans la recherche de qui était derrière ces feux de forêt. L'État n'a pas mis les moyens nécessaires pour contrer ces feux. Il faudra le dire. Ce n'est pas une affaire de complot. Moi, je ne crois pas au complot à grande échelle. Il n'y a aucun pouvoir dans le monde qui va vouloir arriver à ce genre de situation, même si je sais très bien
qu'il y a beaucoup de manœuvres. Les manœuvres, malheureusement, souvent, elles déraillent, ils échappent au contrôle. Nous avons affaire à de l'incompétence et à un manque de légitimité qui fait que décide que celui qui doit agir ne prend pas la décision rapidement, et quand il la prend, il passe à côté de la plaque. Partout dans le monde, quand on a affaire à ce genre de situation, il y a un plan ORSEC qui doit être déroulé, un plan ORSEC qui a été testé pour agir rapidement. Je peux prendre un exemple très simple. Quand on voit ce qui s'est passé dans la commune de l'Arba'a, moi je ne comprends pas comment on a laissé le commissariat de l'Arba'a en sous-effectif. Il fallait très rapidement multiplier les effectifs de ce commissariat parce qu'il y a un afflux des populations des 48 wilayas qui sont venus pour aider à éteindre les feux, qui sont venus pour ramener des vivres aux populations. Tout ça présageait qu'il pouvait y avoir un certain nombre de problèmes de sécurité qui, dans le cas où on avait affaire à des responsables, devaient les pousser, en tout cas, à multiplier ce genre d'effectifs. Il fallait très rapidement, parce que nous n'avons pas les moyens aériens pour intervenir dans ce genre d'incendie, il fallait solliciter l'aide internationale. Et ça n'a pas été fait. Ils ont attendu 3-4 jours pour solliciter cette aide internationale. Moi, je pense qu'il y a donc le fait que nous avons affaire à des dirigeants qui n'ont pas la légitimité nécessaire, ce qui fait qu'ils ont peur d'aller affronter les populations sur le terrain. Ils n'arrivent pas à prendre les décisions. Bien sûr, rajouter à cela une incompétence qui maintenant s'est généralisée au niveau de tous les centres de décision et au niveau de toutes les structures de l'État. Très bien. Je vais revenir à vous, Mohsen Belabed, sur d'autres questions, mais je vais donner la parole à Smaïl Lalma. Smaïl Lalma, sur cette incapacité de ce régime ou des autorités à réagir face à ces crises qui reviennent chaque fois. On a parlé bien sûr de la gestion des eaux, le manque d'eau. On a parlé de la gestion aussi de la crise sanitaire, le manque d'oxygène, et aussi face à ces incendies. Est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai décalage maintenant entre le peuple algérien qui, on l'a vu, solidaire entre lui-même et entre ces pouvoirs? Est-ce qu'il y a un décalage entre les gouvernants et les gouvernés? Il n'y a pas que le décalage. C'est vrai qu'il y a un grand décalage entre les gouvernants et les gouvernés. Et cela s'est accentué depuis déjà pas mal d'années. Hein, et ça se confirme tous les jours. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a ce décalage. En plus de cela, il y a l'incompétence aussi des structures d'État pour gérer, appuyer et accompagner les populations dans ce genre pour sortir de ce genre de crise. Donc il y a le décalage et il y a l'incompétence des structures, il y a l'illégitimité aussi de ces structures, ce qui fait que on ne peut pas gérer une crise subie par une population en étant loin de ces populations. C'est très difficile de gérer et de contenir ce genre de crise. Ce qui fait qu'à chaque fois, à chaque crise, on a des difficultés à les contenir. Vous avez parlé de l'eau. Écoutez, il y a des endroits où ils n'ont pas d'eau depuis 4, 5 jours sans eau, alors qu'au début de la crise, on nous disait qu'il y avait des travaux et ce problème d'eau était suite à un certain nombre de travaux dans le secteur. Et il s'avère que non, il y avait un problème d'eau, il y a un grand problème d'eau, il n'y a plus d'eau au niveau des barrages, mais la question à se poser, pourquoi on est arrivé à cette situation? Pourquoi ne pas anticiper? Où étaient tous les différents ministères dans le secteur de l'hydraulique? Que faisait-il et que fait le ministère de l'hydraulique? Où était le président? Où étaient les différents chefs du gouvernement? Donc, il y a un grand problème. C'est la même chose aussi pour l'oxygène. Marcine l'a si bien dit. On a toutes les familles sont endeuillées. On a tous été touchés par le problème d'oxygène, le problème de manque de place au niveau des hôpitaux, le problème les médicaments, etc.
Et le président, il sort dans un discours officiel où il dénonce la manipulation, il dit qu'il y a une manipulation, qu'il n'y a pas de problème d'oxygène, que les gens ne sont pas en train de mourir par manque d'oxygène, qu'il y a eu 2 cas, après enquête, qu'il y a eu 2 cas qui sont décédés suite à un AVC ou là, un problème de ce genre. Donc, vous imaginez un chef de l'État qui parle comme ça, qui discrédite toute une population, tout un peuple touché par la Covid, a dit, et plein de familles touchées par le problème, le manque d'oxygène, les problèmes de manque de place au niveau des hôpitaux, et il vous dit non, vous avez tous tort, vous êtes tous des menteurs, il n'y a que lui qui a raison, lui et ses équipes. Donc, la situation est le premier responsable qui est censé apporter des solutions et accompagner son peuple à trouver des solutions et à gérer cette crise. Et il vous parle comme ça, il vous traite de menteur. Et je suis désolé, oui, non, on ne peut pas. Ce qui fait qu'il n'y a pas que ça, il y a plein de problèmes sur le volet social, sur le volet économique. Il parle d'augmenter le truc de chômage, l'allocation de chômage. J'en suis sûr qu'il ne sait même pas, qu'il n'y a même pas d'allocation de chômage. Je n'ai jamais entendu parler de cette allocation de chômage. J'aimerais bien connaître les chômeurs qui perçoivent cette allocation. Et elle est de combien? Et elle sera augmentée de combien? Et qui va en bénéficier? À quel niveau? De quelle manière? Quelle est la structure qui s'occupe de ça? Donc, c'est du bidon. Maintenant, on a compris que malheureusement, les responsables sont complètement dépassés. Ils n'arrivent pas à gérer les crises à dos. Et bien sûr, l'illégitimité de nos responsables et des structures, des différentes structures, font ils ne pourront jamais accompagner les populations à sortir de ces crises, à régler les différentes crises. Ce qui fait que moi, je me dis que c'est pas nouveau. À chaque crise, le résultat est le même, absence de l'État ou l'incompétence des structures de l'État à trouver des solutions, à soulager les populations. Moi, je m'attendais, le dernier discours par exemple, qui présente déjà des condoléances aux différentes familles touchées par les problèmes à dos, et par les incendies et par les problèmes tels le Covid, et leur proposer, ou les rassurer, et leur proposer un plan qui va pouvoir soulager les populations, un plan qui va donner un peu d'espoir aux différentes familles sinistrées. Moi, je m'attendais à cela. Et il dit que non, vous êtes des menteurs, il n'y a pas de problème d'oxygène, les gens ne meurent pas par manque d'oxygène, etc. Alors qu'il y a des professeurs, il y a même le ministre qui a demandé des excuses, c'est le ministre de la Santé qui a demandé des excuses aux populations, aux familles touchées, concernées par le problème à l'oxygène. Donc, moi, je pense que les citoyens ont compris qu'on est livré à nous-mêmes, qu'on doit compter sur nous-mêmes, et il ne faut pas espérer quoi que ce soit de ce pouvoir. Et je crois que aussi, les différentes interventions du président ont démontré qu'il est complètement en déconnexion avec la réalité, ou bien les services, ou la garde rapprochée, on fait un écran entre lui on met un écran entre lui et la société pour ne pas voir la réalité des choses. Et le résultat est qu'on se retrouve avec 100 personnes à la tête de ce pays, et on est livré à nous-mêmes. On doit compter sur la solidarité traditionnelle du peuple algérien pour faire face à ces différentes crises. Reste avec nous, Smaïl Lalmas. Je pense qu'on a été rejoint par Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS, qui est avec nous par téléphone. Karim Tabou, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci de l'invitation. Toutes mes salutations aux invités et aux téléspectateurs. Merci à vous, Karim Tabou. Karim Tabou, on a eu une discussion. Vous m'avez dit que vous vous êtes déplacé donc dans les villages qui ont été touchés par les incendies. Comment peut-on décrire la situation? Nos invités ont parlé bien sûr que les citoyens ont été livrés à eux-mêmes, l'absence totale des autorités. Votre constat, Karim Tabou? Est-ce qu'on on me dit qu'on a perdu Karim Tabou. Espérons que on va l'avoir une autre fois. Si Majid Benchir, je vais revenir à vous. La question qui revient, donc, c'est depuis, ça fait longtemps que cette question revient.
où va l'Algérie quand on voit donc l'absence totale des autorités face donc à ces catastrophes que vit le peuple algérien. Où va donc l'Algérie face à l'incompétence, face à l'illégitimité de ce pouvoir? Écoutez, c'est difficile évidemment de prévoir l'avenir parce que c'est vrai que la situation, par suite de la pandémie, par suite des incendies, mais aussi par suite de la nature du système politique dont chacun d'entre nous vient de parler, tout cela rend difficile la situation et je ne peux pas prédire. Mais moi j'ai confiance parce que le peuple, la crise, c'est pour cela que j'ai expliqué que la crise qui secoue les cercles dirigeants ne doit pas être considérée comme une crise du peuple lui-même. Le peuple lui-même a montré chaque fois, aussi bien dans le cadre du Hirak, dans le cadre des luttes antérieures déjà, mais aussi dans le cadre de la lutte contre la pandémie, notamment avec le manque d'oxygène, la lutte contre les incendies, l'organisation de la solidarité sociale qui s'est manifestée. Tout cela indique bien que ce peuple est résilient, il est intelligent, il sait s'organiser et cela, c'est pour moi un immense espoir. C'est donc pas quelque chose qui me fait peur. Il y a un autre aspect aussi qu'il faut que je voulais souligner, c'est que certaines voix dans des moments difficiles pensent qu'il suffira de quelques manipulations pour que des Algériens entrent en conflit contre d'autres Algériens. Je ne crois pas du tout à cela. Je pense au contraire que l'Algérien a montré depuis longtemps, il le montre encore aujourd'hui, qu'il a le sens de la solidarité nationale, de la solidarité au sein du peuple. Et par conséquent, il vaincra les manipulations. Donc de ce point de vue, je n'ai pas peur pour l'avenir du peuple algérien. J'espère seulement qu'il saura trouver rapidement les réponses en matière d'organisation nécessaires pour continuer sa lutte pour la démocratie et la liberté. Très bien. Restez avec nous, Majid Benchir. Je pense qu'on a Karim Tabou. Karim Tabou, est-ce que vous êtes avec nous? Merci, je vous entends bien. Ah, très bien. On vous a perdu. Je ne sais pas si vous avez entendu ma question, Karim Tabou. Je sais que vous vous êtes déplacé un peu partout dans les villages de la Kabylie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On parle de catastrophe, bien sûr, les citoyens ont perdu leurs oliviers, leurs figuiers, mais aussi des membres de leur famille. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Karim Tab? D'abord, on ne peut que présenter nos condoléances à toutes les victimes, à toutes les morts de ce sinistre. Puis sur le terrain, la situation est un mélange de tristesse, de stress et surtout d'inquiétude et d'interrogation sur comment un tel désastre puisse arriver dans plusieurs coins de la région de Kabylie d'une manière simultanée. Et ça continue puisque dès qu'on éteint les feux dans une zone et ça reprend dans une autre zone, avec comme facteur aggravant absence totale de tout ce qui pouvait être le symbole ou la représentation de l'État. Les gens, ils sont auto-pris en charge par les uns avec les autres. D'abord en intercommunalité, en intervillage, mais également en interwilaya. Beaucoup de caravanes de solidarité arrivent de tous les coins du pays. Et c'est également je dirais peut-être un des points positifs, entre guillemets, d'un tel désastre, c'est d'avoir créé justement ce sentiment national de solidarité. Et je vous assure que c'est impressionnant dans les tout petits villages, parfois même inaccessibles d'été comme d'hiver. Et voilà, ils étaient des centaines, voire des plus
de gens à arriver de plusieurs wilayas. Des villages qui n'ont pas connu un tel afflux de personnes d'autres wilayas par toutes les circonstances. Et cette circonstance, on a vu vraiment une chaîne de solidarité extraordinaire. Beaucoup de gens... Mais Karim Tabou, je m'excuse. Karim Tabou, je vous ai coupé la parole juste pour revenir sur cet élan de solidarité. Est-ce que vous pensez qu'il a été marqué par l'assassinat de Jamal Ben Smaïl, Rabbi Rahmou, un assassinat bien sûr barbare? Est-ce que vous pensez qu'il a été, que cette solidarité a été touchée? C'est un acte d'abord condamnable. Les auteurs d'un tel crime devront répondre de leurs actes. Mais bien au contraire, cet acte est parmi beaucoup d'éléments de manipulation qui se passent, notamment sur les réseaux sociaux, mais également beaucoup de zones d'ombre, beaucoup d'interrogations sur ce qui se passe actuellement dans toute la région, a plutôt soulevé un débat. C'est-à-dire les gens s'interrogent sur les circonstances de ce qui se passe et de ces événements, et surtout quel est finalement qui tire profit et qui tire les ficelles de ce qui se passe dans la région. Les choses ne sont pas aussi simples qu'il apparaissent. Ce ne sont pas des feux ordinaires, ce ne sont pas des feux qui pourtant la région a été confrontée plusieurs fois à des feux de forêt, à des phénomènes naturels, mais cette fois, c'est impressionnant. D'abord en termes de dévastation, des zones entières ont été dévastées. En termes de coûts humains et matériels, il est important, mais également il y a des éléments que je ne pourrais pas vous expliquer parce que je n'ai pas la compétence dans le domaine. Il y a quand même des choses inexplicables et inexpliquées jusque-là, et que des feux au milieu de la forêt, vous voyez monter la fumée de plusieurs points à la fois. Et ça soulève vraiment des interrogations sur comment se déclenchent les feux. Et puis quand vous éteignez le feu par là, et vous le trouvez immédiatement réenclenché de l'autre côté, ça fait vraiment... Et voilà, j'ai vu par exemple dans beaucoup de villages que je viens de visiter, des jeunes extraordinaires. Vraiment, salut, bravo, 1000 bravos à cette jeunesse qui est là, qui monte la garde. Et qui font des randonnées dans les forêts, impressionnant comme éveil, comme prise de conscience d'une jeunesse, des jeunes de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans, de 25 ans, de 30, de 40, etc. Ils sont là, ils se relaient parce que ça a duré trop longtemps et les gens sont saturés, les gens ils sont sous le stress, les gens ont subi beaucoup de pression et des pertes, etc. Mais ils sont là, ils sont mobilisés. Également, je signale que beaucoup de villages, sous la contrainte d'ailleurs des incendies, on a coupé l'électricité, puis le gaz et puis l'eau. Il y a des villages qui n'ont pas d'eau depuis 4 jours, depuis 5 jours. Et même si on arrive, les chaînes de solidarité arrivent à approvisionner ces villages en eau potable, etc., mais l'absence de l'eau d'une manière générale pour les ménages a créé également une autre souffrance qui s'ajoute à la chaleur insupportable et puis à la fumée, à l'air irrespirable dans beaucoup de zones des régions entières. C'est vraiment un climat qui est un mélange de tristesse. Les images que je vois maintenant, même en intervenant dans ce débat, c'est plein de cendres. Des zones entières sont devenues des cendres. Le spectacle de cendres avec tout le paysage qui est devenu tout noir de cendres. Je ne peux pas vous décrire vraiment la situation. Toutefois, la solidarité a apporté quelque chose de l'oxygène au cœur des gens en cette période de manque d'oxygène dans tous les sens du mot,
Oxygène naturel, on manque parce que les incendies ont ravagé des forêts entières, des cités entières, des régions entières. Mais également, vous savez, cette souffrance s'ajoute à la souffrance déjà qui était là, qui a fait des dégâts, des dizaines, voire des centaines de morts de la pandémie. Et voilà, donc ce sont des éléments qui ont compliqué davantage la vie des gens. Vous avez dit dans votre intervention, Karim Tabou, qu'il n'y avait pas un symbole représentant l'État. Donc, vous pensez que le peuple a été livré à lui-même, mais dans le discours de Abdelmajid Tebboune, il dit que l'État avait mis tous ses moyens donc pour faire face à cette catastrophe. Je vous dis concrètement, mis à part quelquefois, on peut rencontrer sur la route un véhicule de la direction des forêts ou un véhicule de la protection civile. D'abord, l'étendue du désastre est telle que des villages entiers, des régions entières, ils ont été dévastés. Mais au niveau des fonctions élémentaires de l'État, à savoir assurer la sécurité, assurer l'eau, assurer l'électricité, assurer la présence médicale, assurer, tout ça n'existe pas. Tout ça n'existe pas. Bon, il y a des discours, c'est vrai. Il y a des discours, mais ces discours font partie de l'Algérie officielle. Mais l'Algérie réelle, c'est une autre image. L'Algérie officielle, il est faite de discours, il est faite d'élections, il est faite de mirages et de mensonges. L'Algérie réelle, elle est là, elle souffre. C'est l'Algérie des citoyens qui s'entraident. C'est extraordinaire que comment un peuple, un pays aussi riche puisse se retrouver, fonctionner par les apports des uns aux autres, c'est-à-dire des solidarités des gens. C'est très puissant comme communion, comme retissage des relations entre les gens, comme recréation du sentiment d'appartenir à quelque chose qui nous est commun. C'est notre pays, c'est l'Algérie. Mais en même temps, personne n'écoute ces discours. Mis à part peut-être des journalistes qui peuvent être intéressés pour essayer de déceler quelques éléments d'analyse, quelques éléments d'un discours quelconque. Mais dans la réalité, les Algériens, qu'ils soient en Kabylie ou ailleurs, ne sont pas concernés par les discours du chef de l'État. En fait, d'ailleurs, une grande partie des discours du chef de l'État, il ne s'adresse pas à la nation, il ne s'adresse pas au peuple. Il s'adresse à son entourage, par moment. Et sinon, il se cherche les moyens de justifier son inaptitude à gérer un pays. L'Algérie est un grand pays. Malheureusement, ses dirigeants ne sont pas à la mesure de gérer un grand pays comme l'Algérie. Merci beaucoup, Karim Tabou. Merci à vous d'être avec nous dans cette émission. Je vais donner la parole à Mohsen Belabbas. Mohsen Belabbas, cet élan de solidarité qu'on a vu, qu'on a entendu Karim Tabou aussi décrire, est-ce que vous pensez que c'est la continuité de l'éveil qu'on a vu depuis 2019, depuis février 2019, les Algériens sont sortis en millions, donc scander donc une nouvelle Algérie comme il la voit. Comment vous voyez ça, Mohsen Belabbas? D'abord, moi, je n'ai jamais douté de la solidarité des citoyens algériens entre eux, quelle que soit la région à laquelle ils appartiennent. Ce n'est pas une nouveauté. Nous l'avons connu à l'occasion d'un certain nombre de crises qu'a connu le pays, de catastrophes naturelles. On peut toujours se rappeler de la catastrophe de tremblement de terre de 2003 qui avait touché la capitale et la wilaya de Mounad Bouadas. Nous avons vu cette solidarité
citoyennes, des Algériens qui se sont mobilisés partout pour venir donner assistance à leurs concitoyens des wilayas touchés. Nous l'avons connu aussi à l'occasion des tremblements de terre qui avaient touché Tipaza, Mila, et y compris on nous a raconté sur la solidarité qui a marqué le tremblement de terre de 80 dans la wilaya du Chef. La nouveauté maintenant, c'est qu'avec les réseaux sociaux, cette solidarité elle est plus visible et les réseaux sociaux l'amplifient un peu plus parce que les appels à l'aide sont entendus un peu partout, plus qu'avant. Je pense que le plus important, c'est les leçons que nous devons tout tirer de cette crise, de ces feux, de cette absence, quasi-absence de l'État durant cette conjoncture, de cette solidarité citoyenne pour mieux préparer l'avenir. C'est important que les Algériens aient compris que s'agissant d'abord du kéhim, un kéhiminal, il n'a pas une identité, il n'a pas une nationalité, il n'a pas une région à laquelle il appartient. Un kéhiminal, c'est un kéhiminal, c'est voilà son identité. Et ça, le citoyen algérien l'a compris. Le citoyen algérien a compris aussi que désormais, dans ce genre d'affaires, il faudra laisser faire les services de sécurité et la justice. On a beau dire que notre justice n'est pas indépendante, mais on n'a pas le droit de se substituer à la justice ou bien aux services de sécurité dans ce genre de situation. Nous voyons aussi le danger des accusations à l'emporte-pièce. C'est à l'origine justement de ce crime. C'est une accusation à l'emporte-pièce. Moi, je pense qu'il faut cesser de s'accuser les uns les autres, de chercher des ennemis aux uns et aux autres. Nous devons garder nos esprits, nous devons agir avec raison. Nous devons chacun faire ce qu'il doit faire et ne pas se substituer à l'autre dans son travail. C'est la seule manière d'éviter le pire tel que nous l'avons connu cette fois-ci. Vous avez parlé de l'avenir, Mohsen Belabbas. Comment vous voyez-vous les choses? Certes que on a parlé de la résilience des Algériens face à ces catastrophes et de cette solidarité qui était exemplaire, mais aussi l'avenir, comment peut-on l'imaginer? Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a une responsabilité de l'élite algérienne, si élite existe, des partis politiques, d'autres organisations? Mohsen Belabbas. Je pense que nous avons tous une part de responsabilité, peut-être parce que nous avons, chacun de son côté, n'a pas assez fait, même s'il y a une réalité dans notre pays qui fait que l'élite n'a pas d'espace pour s'exprimer, les acteurs politiques n'ont pas d'espace pour s'exprimer. Vous imaginez une catastrophe comme celle-là, et la catastrophe du Covid, et nous avons tous nos médias qui sont fermés au débat. Tant qu'il y a absence de débat, c'est très difficile de prendre en considération la réalité et anticiper sur l'avenir. Nous sommes dans une conjoncture, mais c'est incroyable ce qui se passe. J'ai entendu le chef de l'État dire que j'ai instruit l'armée ou bien le chef de l'état-major de doter la protection civile en Canadair ou bien en avion pour éteindre les feux. Là aussi, il y a un problème dans la manière d'agir. Je pense qu'il aurait dû, en tout cas, c'est des prérogatives du ministère de l'Intérieur au minimum. Si ce n'est pas de la protection civile, je ne vois pas pourquoi c'est à l'institution militaire qui va demander d'acheter ces Canadair. Donc, c'est tout ce mélange qui pose problème. Quand vous avez un chef de l'État qui se projette sur des élections locales pour novembre prochain,
alors que tout le monde parle en Algérie, notamment un certain nombre de médecins spécialistes d'une quatrième vague de Covid qui va intervenir à la même période. Il y a un problème. C'est parce que nous n'avons pas su anticiper sur la troisième vague qu'on s'est retrouvé avec la crise de l'oxygène. On aurait dû en 2020 déjà préparer l'après. C'était pas très difficile si on avait dès le mois de juin 2020 commencé à donner un peu plus de moyens à nos hôpitaux pour mieux se préparer. Nous n'avons pas fait, nous n'avons pas encore fait pour la quatrième vague. Nous allons continuer comme ça. Nous avons affaire à un pouvoir qui gère au jour le jour et de plus en plus un pouvoir qui profite de cette solidarité citoyenne. Il ne se dit pas qu'il est temps que je mette la main à la poche. Je dois débloquer de l'argent pour mieux outiller nos hôpitaux. Je dois débloquer de l'argent pour mieux outiller la protection civile. Je dois débloquer de l'argent pour mieux outiller les écoles algériennes. Tout ça, il ne le fait pas. Il croit que l'essentiel pour lui, c'est qu'à chaque fois qu'il va intervenir à la télévision, il va dire que nous avons encore 30 ou bien 40 milliards de dollars de réserves de changement. Je préfère qu'il dépense ces réserves de change pour éviter les catastrophes que nous sommes en train de vivre, quitte à quitte à aller s'endetter à l'international. Nous n'avons pas le droit, dans des moments comme cela, de léser sur les moyens. Quand il y a urgence, il faut aller chercher de l'argent là où il se trouve pour régler les problèmes. Merci beaucoup, Mohsen Belabbas. Merci à vous d'avoir participé dans cette émission. Je vais donner la parole à vous, Smaïl Almas. Smaïl Almas, le régime, il est dans sa médiocrité, si on peut dire. Le titre, la déliquescence du régime algérien, le titre de notre émission. Mais aussi, est-ce que vous pensez que ce régime, il peut continuer à gérer l'Algérie de cette façon, sachant que le peuple, ça fait plus depuis 2019, il demande qu'il y ait un changement et rupture avec cette façon de gérer notre pays? Je l'ai toujours dit, je l'ai souvent dit, le régime n'a pas d'autres options pour pouvoir gérer autrement le pays. Il ne pourra pas gérer autrement le pays. Il va continuer à gérer de cette même manière le pays. Donc, ni les outils déployés, ni les compétences qui sont à la tête des différentes institutions ne permettent, ni le formatage auquel ils ont été soumis pendant de longues dizaines d'années ne vont permettre à ce régime, à ce pouvoir de changer ce mode de gestion et de gérer autrement ce pays. C'est pour ça qu'on a dit que la solution passerait par le changement de ce régime, donc changement des méthodes et des pratiques de gestion, changement de personnes, changement d'outils, etc. C'est une nécessité pour sortir un peu de cette léthargie, de cette médiocrité. Mais le régime l'a compris et le peuple l'a compris aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on subit la médiocrité de ce régime et bien sûr, les conséquences sont dramatiques. On parle de centaines de morts rien qu'à la suite des incendies qui ont touché je crois, 17 ou 18 wilayas. Il y a des milliers de morts par mauvaise gestion aussi suite à la pandémie, même si la pandémie a touché le monde entier, mais on aurait pu éviter beaucoup de morts si on avait bien géré les hôpitaux et l'histoire, l'oxygène, la distribution, etc. de l'oxygène. Et bien sûr, on aurait pu éviter beaucoup de choses. Là, mais ce qu'il y a, c'est que on est en train de parler de complot, on est en train de parler de pas mal de choses. Il y a beaucoup de personnalités politiques qui repoussent l'idée de complot. C'est vrai, parce que on a souvent mis l'histoire de le complot sur la table à chaque fois qu'il y a un problème en Algérie, quand c'est un complot de l'extérieur ou là. Mais je crois que si on voit la série, disons le scénario, le film, tu as les incendies et avec le lynchage, tu as Jamel Ben Smaïl
et bien sûr que je condamne encore une fois, et que même les habitants de l'Arba'a et la Wilaya et tout le pays ont condamné avec force le lynchage et ce qui s'est passé le marhoum Jamal Ben Smaïn, mais je ne peux pas accepter que l'acte ADEC soit isolé ou là ne soit pas préparé. On sent que c'est un acte qui a été préparé et c'est une suite logique. Donc, il y a l'incendie d'une région qui est très sensible. En bas, il y a le lynchage de Jamal Ben Smaïn qui est venu de Meliana pour porter aide à la population. Et regardez le film et le scénario qui a été fait et conçu autour de cette personne, de cet acte. Je pense que tout cela n'est pas innocent. Il y a quelque chose derrière. Il y a un grand point d'interrogation derrière. En plus de cela, quand on parle de complot, on a le droit de parler de complot. Quand on voit ce qui se passe, ce qui s'est passé avec le fameux logiciel d'espionnage TAL Pegasus orchestré utilisé par les Marocains contre le personnel politique et les responsables en Algérie, quand on voit aussi l'ampleur, la corruption qu'il y a eu en Algérie. Je l'ai toujours dit, mais le problème, la corruption, ce n'est pas l'argent, les milliards détournés, c'est les facilitateurs, ceux qui ont facilité la sortie, le placement de ces milliards d'argent dans les banques, absolument, sachant que c'est très difficile de placer 2000 € dans un compte sans justification. Donc, ceux qui sont derrière les facilitations accordées aux responsables corrompus, en général, ce sont les services, les différents services étrangers. Ce qui fait que là, il y a des questions à se poser. Et c'est pas par hasard qu'on se retrouve face à tous ces scénarios. Et bien sûr, tout cela est possible quand on a un État faible. Tous les services étrangers peuvent travailler, peuvent profiter de la situation. Nous avons un État faible qui encourage justement l'infiltration ou l'intérêt des services étrangers à l'Algérie. Ce qui fait que moi je dis qu'il faut faire très attention. Et quand on parle de complot, on doit aussi parler de complot interne. Et là, tout le monde a compris qu'il y a une guerre de clans au sommet du pays. Et bien sûr, cette guerre de clans, ce n'est pas juste un slogan ou un titre à donner à ce qui se passe, mais bien sûr, de la guerre des clans et bien sûr actionnée par des faits sur le terrain, pour disons, semer la zizanie entre les deux clans. Ce qui fait que je crois que la période que nous traversons est une période très très sérieuse et très critique qu'on doit prendre très très au sérieux. Et bien sûr, en même temps, je salue l'élan de solidarité qui dérange énormément beaucoup de gens. Il ne faut pas oublier que diviser pour régner est un slogan qui est une manipulation héritée de l'occupant, la puissance coloniale. Donc, ce qui fait qu'on revoit les scénarios qui veulent vraiment diviser le peuple. Mais bien sûr, à chaque fois, le peuple sort plus fort qu'avant. Et on voit que l'élan de solidarité va ressouder encore plus notre peuple et va à contresens de toutes les actions menées par les uns et par les autres, par les ennemis de l'Algérie, de l'intérieur et de l'extérieur, pour casser la solidarité de notre peuple. Et bien sûr, Balak, je vais le mot de la fin parce que je dois vous quitter. Je vais revenir à vous très rapidement. Je dois rester. Je vais revenir à vous très rapidement. Je vais donner le mot de la fin à Majid Benchir. Monsieur Majid Benchir, après je vais revenir à vous. Majid Benchir, si on essaye d'imaginer un peu quelle perspective pour notre pays, comment peut-on sortir de ces crises, comment peut-on arriver à un vrai changement, comme il a été désiré et voulu par le peuple algérien. On se dit qu'on est dans un chemin qui nous mène droit vers le mur. Écoutez, franchement, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est extrêmement difficile de prévoir l'avenir en politique, surtout dans des moments très difficiles. Mais comme je le disais aussi tout à l'heure, moi je suis optimiste. Je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure par mes collègues, à savoir qu'il y a des manipulations. Je comprends, c'est une évidence avec tout ce qu'on a vu, qu'il y a
des luttes très dures au sein du système entre des groupes dirigeants. Il suffit de regarder les procès qu'ont connus les tribunaux, même si la justice est aux mains des cercles dirigeants. Il suffit de regarder la qualité des prisonniers et la qualité de ceux qui sont en fuite pour voir que les problèmes au sein des cercles dirigeants dans notre pays sont extrêmement durs et ceci ne peut pas être sans conséquence sur la situation politique, sur l'incapacité de l'État à répondre aux aspirations des populations et à solutionner les crises. Alors, moi je fais confiance à ce que l'on voit à partir de la solidarité entre les populations de différentes régions du pays pour garder l'espoir. Je fais confiance à tout ce que j'ai vu au cours des multiples manifestations massives du peuple algérien les vendredis et les mardis pour garder l'espoir. Je suis sûr que malgré la douleur actuelle, le peuple algérien arrivera à rebondir. Et je crois que la solution est là. Alors, si, de manière un peu exceptionnelle, parce que je n'attends rien du côté du pouvoir, mais si de manière exceptionnelle je dis qu'est-ce que je peux bien leur dire aujourd'hui, je leur dis allez négocier avec les acteurs connus du Hirak pour trouver les solutions qui conviennent au peuple algérien. C'est la seule voie, c'est la solution pour que le peuple se relève dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire sans dégâts pour la société. Voilà ce que moi je conseillerais aux dirigeants aujourd'hui, mais je ne suis pas dupe. Je sais que, compte tenu de la nature du système, c'est un appel qui sera vraisemblablement très peu ou pas du tout entendu. Et c'est ça le problème, Majid Benchir, c'est que beaucoup de voix se sont élevées pour dire elle est où donc cette voix de la sagesse, ou même s'il y a des voix au sein des décideurs pour comprendre que la situation que vit notre pays est très grave. Est-ce que vous pensez que il y a des personnes au sein de ce régime qui peuvent dire qu'on ne peut pas continuer à gérer notre pays de cette façon? En tout cas, je l'espère, mais il paraît probable que ceux qui pourraient lancer qui pourraient avoir de tels souhaits d'un changement radical ne sont pas actuellement entendus et n'apparaissent même pas visibles. Le problème est que les luttes au sein du système sont encore trop fraîches pour que l'on puisse penser qu'il y aurait une émergence de nouveaux dirigeants qui iraient vers le peuple, qui iraient voir au niveau de tout ce qui s'est passé au sein du Hirak pour un renouvellement véritable des institutions. Parce que c'est là qu'est la question, c'est à cela qu'il faut penser, et non pas à faire des discours lénifiants qui ne s'adressent... En fait, c'est comme pour les élections dans ce système. Les élections, ce sont des réponses que les dirigeants qui peuvent prendre des décisions adressent à des dirigeants qui estiment qu'ils n'ont pas assez de place dans le système. C'est-à-dire, c'est un dialogue au sein du système entre les différentes franges du système, les différents cercles dirigeants. Or, ce n'est pas là la solution. La solution, c'est d'aller vers ceux qui peuvent être écoutés au sein du peuple. Et on a vu au cours des années de Hirak, au cours des années de manifestations massives, qu'il y a des gens qui ont la confiance des populations. C'est avec ceux-là qu'il faut prendre attache, parce qu'eux savent ce que sont les aspirations des populations. Merci beaucoup, Majid Benchir. Merci à vous d'avoir participé dans cette émission. Le mot de la fin, Smaïl Lalmas, comment peut-on imaginer donc les semaines, les mois à venir
certes, que l'Algérie a vécu des moments très durs avec ces catastrophes. Est-ce que vous pensez que la voix de la raison l'emportera au sein de ce régime? Même, on peut dire, comme l'a dit Majid Benchir, qu'on n'est pas dupe, le peuple algérien n'est pas dupe. Est-ce qu'on peut s'en sortir face à toutes ces catastrophes? Moi, j'aimerais bien que le régime algérien s'inspire un peu de la voix de la raison, justement portée par le père de Al-Marhoum Jamal Ben Smaïl, que je salue et à qui je présente toutes mes condoléances au père et à toute la famille. Mais je salue surtout sa sagesse. J'aurais aimé que le régime s'appuie sur le message très fort, en direction de la société pour aller vers l'apaisement, pour aller vers plus de solidarité, pour consolider les liens entre les différentes régions de ce pays. J'aurais aimé que le pouvoir comprenne une fois pour toutes qu'il n'est plus possible de continuer comme ça, qu'il n'est plus possible que des animateurs de ce pouvoir restent encore à la tête de ce pays. Moi, je dis à M. Tebboune, il est temps de partir. Moi, je dis aux gens qui sont derrière ou qui sont au sommet du pays, il est temps de partir. On ne peut plus continuer à compter nos morts, à compter nos échecs, à compter nos défaillances, à compter nos malheurs, à comptabiliser tout ce qui est en rapport avec l'échec et avec le... Non, ce n'est plus possible. Il faut y aller vers autre chose. Je pense il doit y avoir, c'est vrai, comme c'est Benchir l'a dit, il doit y avoir des gens au niveau du pouvoir qui ne veulent plus de cette façon de gérer et qui veulent aller vers le changement, qui aimeraient épouser et accompagner un peu les messages, le Hirak et accompagner le Hirak et le peuple, qui aimerait qu'il y ait une transition vers la démocratie sans peuple à la démocratie avec peuple. C'est ce qu'on demande. On veut voir le fameux passage d'une démocratie sans peuple vers la démocratie avec le peuple. C'est de cette manière qu'on pourrait construire notre pays, qu'on pourrait construire notre économie et qu'on pourrait faire face aux différentes crises qui peuvent arriver à tout moment. Moi, je salue encore une fois la solidarité de notre peuple et je suis persuadé que la crise, on va transformer cette crise et ces malheurs en choses positives. Je suis persuadé qu'on va s'en sortir, on va sortir encore de cette crise encore plus fort. Il y a beaucoup d'espoir. Quand on voit la solidarité, quand on voit la jeunesse, quand on voit la conscience et la mobilisation des jeunes, des moins jeunes et de toutes les régions, on ne peut pas se permettre d'être pessimiste, ce n'est pas possible. Donc il y a de l'espoir. L'Algérie va renaître de ses cendres et je suis persuadé que la main dans la main, on va sortir les Algériens khawa وأصحاب الفتنة مع الخونة. Voilà, les Algériens khawa وأصحاب الفتنة مع الخونة وتحية الجزائر. والله يرحم كل موتانا ويصبر كل اهالي تاعنا وان شاء الله نخرجوا من الازمه في اقرب وقت ان شاء الله. يعطيك الصحة سي اسماعيل الالماس. Merci beaucoup d'avoir participé dans cette émission. Comme vous l'avez dit, l'espoir est toujours là. Alhamdoulilah, شفناه avec les actions du peuple algérien. Merci à tous mes invités, à Majid Benchir qui était avec nous aussi, Ismaïl Lalmas. Merci à Mohsen Belabbas et à Karim Tabou. On n'a pas pu avoir Mohamed Khelfaoui. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikoum saha, bqaw ala khair.